Merci d'être ravi de vous avoir dans cette salle. Donc, je me présente, je suis Alexandre Filoni, je suis responsable de grand compte chez Vico depuis maintenant un peu plus de 3 ans. On a souhaité organiser cet atelier aujourd'hui pour vous présenter les bénéfices de l'économie circulaire dans le monde du transport routier de marchandises pour décarboner les activités des transporteurs, bien sûr, en tant qu'acteurs, mais surtout de donneurs d'ordre, donc des clients des transporteurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de rétrofit. On va parler de rétrofit. Le mot rétrofit est un mot un peu barbare, mais avant de commencer l'atelier, je vais vous expliquer en quoi il consiste. Donc, le rétrofit est un terme qui est employé pour définir la modification d'un véhicule thermique à la base, pour le transformer en véhicule zéro émission à la sortie. Vous pouvez faire du rétrofit à base d'un véhicule gasoil, par exemple. Vous allez le transformer, modifier pour le remettre à la route sous un format zéro émission, batterie électrique ou bien hydrogène. Donc, si on a pris le pari de le faire sous un format hydrogène, et nous avons des camions qui roulent maintenant depuis un peu plus d'un an sur le territoire parisien notamment. On a fait homologuer, immatriculé en France et qui se comporte très bien. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment de décrire que cet aspect rétrofit peut être un levier d'accélération d'une stratégie de décarbonation chez un acteur, et que derrière, il permet de décarboner d'autant plus par rapport à un véhicule neuf, bien évidemment, pour démarrer une stratégie en ce sens. Il y a un chiffre qu'on a voulu mettre en évidence dans le cadre de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, un poids lourd qui parcourt 200 000 km par an au gasoil, il émet l'équivalent de 29 personnes françaises sur le territoire, en termes d'émissions de CO2, bien entendu. Donc, un véhicule qui parcourt donc cette distance kilométrique-là émet l'équivalent de 29 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, les 29 personnes? C'est vous et moi? Tout exactement, en moyenne. C'est du ça pour marche, on marche pas tellement en sol, dans l'espace de consommation qu'on a chacun. On émet tous du CO2 par la consommation des produits qu'on a, nos activités. Et donc on émet l'équivalent d'une certaine tonne de CO2, donc on émet 5,9 tonnes de CO2. Sachez qu'un poids lourd, ça émet l'équivalent de 29 personnes. Ce qui est assez important. Quand vous savez qu'en France, surtout, on a à peu près un parc roulant en poids lourd qui est de 600 000 véhicules en moyenne, chaque année. Ce n'est pas le nombre d'immatriculations de là, c'est le nombre de véhicules qui sont en circulation chaque année sur nos routes, avec des véhicules donc, qui sont exploités par les transporteurs de marchandises. On a à peu près 600 000 véhicules circulants. Donc, si vous faites une rapide calcul, vous vous rendez compte un petit peu du niveau d'émission de CO2 qu'on peut avoir avec l'exploitation de tels véhicules sur le marché. Et cette analyse, elle est faite du réservoir à la route, ce qui est un élément important, c'est-à-dire donc l'usage du camion sur le terrain. Quand on fait un focus un peu global sur justement ces émissions, eh bien on sait maintenant depuis quelques années que le transport, en règle générale, est le premier poste d'émissions de CO2 en France, puisqu'il représente près d'un tiers des émissions de CO2. C'est la partie droite que vous avez à l'écran. On représente 31% des émissions de CO2 par nos activités de mobilité, donc toute mobilité confondue. Que l'on parle de camions, que l'on parle de bus, que l'on parle de voitures, que l'on parle de fer, que l'on parle de navettes fluviales, que l'on parle de bateaux et autres, on émet en tout 31% de CO2. Et dans cette part de 31% d'émissions de CO2, il faut savoir que le poids lourd représente à peu près la moitié des émissions. Donc, grosso modo, le poids lourd représente 15% des émissions de CO2 en France aujourd'hui. Et surtout, ce que l'on constate maintenant depuis les années 90, c'est que cette courbe d'émissions de CO2, malheureusement, tend à croître plutôt qu'à décroître. C'est-à-dire que depuis les années 90, le transport a augmenté ses émissions de CO2 dans l'atmosphère à hauteur d'une vingtaine de pourcents, là où tous les autres secteurs d'activité ont plutôt vu une vraie décroissance des chiffres, ont fait de réels efforts pour décroître leur empreinte carbone. Ça, c'est le transport toute mobilité confondue. On part donc de ce principe-là, de dire qu'il est urgent de trouver des solutions de rupture pour inverser cette tendance et faire en sorte que le transport rentre dans le cadre des autres activités, c'est-à-dire qu'il baisse ses émissions. Et donc, on pense que l'hydrogène, en l'occurrence, peut être une solution qui peut permettre d'inverser cette tendance en complément des autres énergies alternatives utilisées déjà dans nos activités, comme le biocarburant, comme le biogaz, comme les véhicules à batterie,
ou encore d'autres types de transports que vous pouvez opérer, comme du report modal notamment, etc., qui vous permettent de réduire les émissions de CO2. Autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on sait également qu'en France, notamment, ou en Europe, de manière plus générale, sur cette présentation, les émissions de particules fines issues des pots de déchargement des véhicules causent 327 000 décès par an au niveau de la population européenne, ce qui est aussi assez énorme. Donc on sait aussi qu'il y a un facteur sanitaire sur lequel il faut qu'on intervienne pour pouvoir un petit peu sauver la vie des gens au travers de véhicules moins polluants. Et on sait aussi que cette lutte contre les pollutions représente à peu près 166 milliards d'euros d'investissement en Europe, ce qui est assez colossal. L'objectif, on le connaît tous, les accords de Paris le disent très clairement, il faut que d'ici 2050, on atteigne la neutralité carbone, non pas pour inverser la tendance du réchauffement climatique, mais pour la stopper, disons. L'inverser, on ne pourra pas. Pour l'inverser, il faudra séquestrer du CO2. Il y a des technologies qui existent là-dessus, mais déjà, si on atteint la neutralité carbone à horizon 2050, on se limitera donc à l'augmentation des températures à 1,5 degré par rapport aux années passées. Les constructeurs de poids lourds, pour faire un focus sur notre activité de transport routier de marchandises, proposent aujourd'hui des énergies alternatives qui sont très intéressantes. On le disait, donc toutes les grandes marques que vous voyez ici apparaître à l'écran proposent déjà des technologies de biogaz, que ce soit liquéfié, que ce soit gazeux, des véhicules également électriques à batterie qui viennent petit à petit se mettre en place sur les routes, mais aussi donc une part de moteurs à combustion qui décroît progressivement pour basculer également de manière très progressive vers des véhicules à batterie. L'exemple que vous avez notamment sur le graphique de gauche, c'est de vous montrer un petit peu la tendance qui est attendue auprès de ces acteurs-là, constructeurs de véhicules, où on aura un croisement entre la production de véhicules thermiques et de véhicules à énergie alternative à horizon 2035. C'est en tout cas ce qui est projeté par les grands groupes constructeurs, les grands OEM. Et donc le chiffre des véhicules en circulation aujourd'hui en France apparaît également sur cet écran. Il y a 621 500 projets qui circulent sur nos cartes françaises chaque jour, ce qui est assez énorme. L'objectif de l'économie circulaire, on va y venir petit à petit. Donc, je vous disais tout à l'heure, Illico, c'est une entreprise française. Notre siège social est basé à Paris. Nous avons des ateliers de modification de camions qui sont basés à Saint-Priest, dans la périphérie lyonnaise. L'objectif pour nous, avec le rétrofit, c'est de dire qu'on récupère justement tous ces véhicules thermiques qui circulent aujourd'hui sur les terres pour pouvoir les remettre à la route sous un format zéro émission avec une technologie qu'on a développée en interne basée sur l'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire un rétrofit? Je vous le disais tout à l'heure, donc on récupère un châssis qui a déjà eu une première vie de gasoil, donc un véhicule qui a déjà circulé sur les routes. On le dévitalize en intégralité ce véhicule, c'est-à-dire qu'on enlève toute la partie chaîne cinématique qui est associée à son moteur à combustion interne, et à la place, progressivement, on va le recycler au passage, donc on va le refurbicher, on va le reconditionner, on profite de le mettre à nu pour pouvoir faire un sablage ceinture du châssis par exemple, et toutes les pièces mécaniques que l'on va trouver sur notre passage, notamment celles associées aux essieux, on va les remplacer pour que le véhicule puisse repartir, certes après 5 ans de vie ou gasoil, mais comme s'il était neuf, au moment où on le remet à la route. On vient installer notre kit hydrogène qu'on a développé en interne. Donc un kit hydrogène se compose essentiellement de réservoirs hydrogène qu'on va venir positionner notamment au dos de la cabine, de piles à combustible qui vont permettre de produire donc de l'électricité sur le châssis grâce à l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir. On vient installer un moteur électrique puisqu'on bascule du coup sur une motorisation totalement zéro émission avec un moteur électrique, une boîte à vitesse, un pont et des batteries de puissance qui permettent en fait d'apporter la puissance nécessaire au moteur électrique. Donc il faut soulever 44 tonnes du sol. On a besoin d'une forte puissance énergétique à un moment T. Et ça, ce sont les batteries de puissance qui vont nous aider à le faire. Donc pour résumer, un véhicule hydrogène, ce n'est ni plus ni moins qu'un véhicule électrique qui circule donc sous un format pur zéro émission grâce à de l'hydrogène qui est comprimé dans des réservoirs d'eau cabine. Il y a bien sûr une adaptation qui est faite au niveau des logiciels embarqués sur le véhicule pour pouvoir contrôler la dépense d'énergie sur le châssis en l'occurrence. Et ça, c'est donc une solution qu'on a développée chez Illico en interne. Nos véhicules de première génération sont homologués maintenant depuis un peu plus d'un an et demi, puisqu'on a été homologué en février 2024 auprès des services de l'UTAC, et que nous avons donc mis à la route des véhicules
l'été passé au moment des Jeux Olympiques pour des clients qui sont basés en région parisienne. Pourquoi le rétrofit? Je viens de vous l'expliquer, je suis allé un petit peu vite dans mon discours, mais ça permet de conserver un châssis d'un véhicule qui a déjà été produit par un constructeur sous un format diesel. Donc on récupère finalement la valeur ajoutée de ce châssis-là, qu'on transforme, qu'on rénove et qu'on redéploie derrière au bénéfice de nos clients. Ça permet bien sûr de dynamiser l'économie locale, puisque, je viens de vous citer, on est une société française, on produit nos véhicules sur le territoire de la région lyonnaise, à Saint-Priest, pour être un peu plus précis sur la localisation. Et donc, ça permet à terme de bénéficier de véhicules propres, zéro émission, quand on parle du réservoir de la route, puisqu'on est sur des véhicules purs électriques. Et pourquoi l'hydrogène, finalement, dans le rétrofit? On aurait pu faire du rétrofit avec des véhicules à batterie, par exemple, qui se fait très bien, marche très bien, d'ailleurs. Mais en fait, nous, notre objectif avec l'hydrogène, c'était de viser la même opérabilité du véhicule qu'un véhicule gasoil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules gasoil permettent d'avoir des autonomies qui sont très importantes avec des plaines. On peut dépasser des milliers de kilomètres avec un poids lourd gasoil, par exemple. Mais aussi, pour faire un plein, on se présente dans une station-service, on le fait en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, et on repart. Donc on maintient le véhicule opérationnel sur les routes. L'hydrogène, c'est un petit peu la cible. L'idée, c'est de dire que les véhicules hydrogène vont répondre à des autonomies importantes, plus importantes que les véhicules à batterie, puisqu'on va dépasser largement les niveaux d'autonomie que proposent aujourd'hui les constructeurs, qui se situent à peu près à 500-600 km, quand on est vraiment déjà sur des technologies avancées en batterie. Nous, l'hydrogène, on ira jusqu'aux milliers de kilomètres, voire au-delà. La cible, c'est d'aller jusqu'à 1200 km, dès lors que le 700 bar notamment sera homologué en compression d'hydrogène gazeux. Le confort de conduite, bien sûr, ce sont des véhicules électriques. Donc tout le confort des véhicules électriques se retrouve à l'intérieur des véhicules hydrogène. Silencieux, très peu de vibrations. Et aujourd'hui, nos premiers clients qui expérimentent cela nous font des retours plutôt très positifs. Silencieux, vous disiez silencieux? Oui, ça fait. Parce que il y a un peu de temps, je me suis retrouvé dans c'était un DAF, c'était pas vous qui l'avez fait, mais à 80 km/h, c'était franchement pas silencieux. En hydrogène? Oui, hydrogène. Oui. D'accord. Oui, donc j'étais étonné de voir que c'était pas du tout silencieux, c'était non bruyant. Alors, 80 km/h, c'est peut-être le fait que le châssis se... Non, il y a le bruit du langage. Ah oui. Mais il y avait le bruit du du fait qu'il y a un gaz qui est décompressé. Quand j'étais surpris, c'était même une déception de voir que c'était si bruyant. Ouais. C'était bruyant. Oui, et à seulement 80 km/h. Oui, ce qui est quand même la limite presque de capacité de lourd. Alors, c'est pas, effectivement, c'est pas silencieux au point de dire qu'il y a 0 décibel. Ouais, très clairement. On reste sur un poids lourd. Et les sons que vous pouvez entendre de ce type de véhicule sont plutôt les systèmes de ventilation qui se mettent en place pour refroidir ou réchauffer les composants embarqués sur le châssis. Et effectivement, c'est pas silencieux, à 0 décibel près, clairement, mais on est quand même en deçà d'un véhicule à combustion interne. En termes de bruit, on est en dessous d'un véhicule thermique. On peut avoir du son, notamment quand on est à l'arrêt après un parcours effectué sur le véhicule, mais encore une fois, c'est le système de ventilation qui va se mettre en route sur le véhicule pour refroidir ou réchauffer les composants, mais bien souvent c'est pour les refroidir, notamment au niveau du pied. Vous avez une question? Ouais, j'avais une question. Aujourd'hui, vous voyez comment l'arrivée un peu massive, on voit de plus en plus de tout ce qui est carburant alternatif, qui fait qu'on n'a pas non plus à changer automatiquement le camion déjà utilisé. Vous voyez ça comment, vous vous positionnez comment par rapport à ça? Alors, nous on part du postulat de dire qu'il faut de tout pour les carboner. Donc toutes les énergies alternatives sont la bienvenue dans notre univers. Au contraire, en plus il y en a, on le sait. Et on est très conscient que demain, on ne sera pas sur une mono-énergie. Très clairement, il n'y aura pas assez. De toute manière, il va falloir partager. Aujourd'hui, vous avez des technologies obéissantes qui effectivement ne nécessitent pas que très peu de modifications sur un véhicule. Ouais, c'est ça, parce qu'un rétrofit, moi j'avais en tête, c'est un coût quand même qui n'est pas
qui n'est pas neutre. Oui. Qui n'est pas neutre. Après, quand on regarde, alors je ne suis pas dans la mécanique et tout ça, mais c'est justement un externe. Quand on voit les carburants alternatifs, limite, il n'y a pas d'investissement à part pour ceux qui veulent mettre en place des cuves. Mais réellement, sur les véhicules en eux-mêmes, très peu d'investissement, très peu de maintenance, tout à fait. Je vous rejoins. Donc en fait, vous avez raison, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont très matures, l'énergie alternative, donc notamment les biocarburants, qui sont super fiables et qu'on pousse nous-mêmes, allez-y, parce que ça marche, ça permet de décarboner, et ça ne nécessite pas un investissement qui est si important que ça finalement. On parle de peut-être 5% de plus que le gasoil. Ouais, c'est entre 5 et 15 en fait, on nous dit. Oui. C'est plus 5 que 15. Plus 5 que 15, ouais, tout à fait. Donc, ce sont des technologies qui sont fiables et qu'il faut utiliser, mais qui auront aussi à un moment donné une limite par rapport à l'énergie en elle-même, la production d'énergie. Si on parle du béton par exemple, c'est pas pour faire du bashing au-delà, on parle de colza, ça reste quand même une ressource naturelle qui est à la base une ressource alimentaire. On sait très bien qu'à un moment donné, au-delà d'un certain niveau de véhicules en route, on va peut-être venir concurrencer la partie alimentaire. Mais il en faut. Il en faut pour décarboner, c'est très clair, comme il faut du biogaz, comme il faut de la géo, comme il faut des tas de solutions qui existent, qui sont très opérationnelles. L'hydrogène va venir s'implanter dans un mix qui sera existant. Nous, on arrive en dernier, en fait, quand on parle d'hydrogène. On est les derniers arrivés sur le marché, on est même un peu en avance de phase, nous, chez Nico, puisque aujourd'hui, quand on parle de camions d'hydrogène. C'est pas de pénurie d'hydrogène déjà prévu. Alors, ça dépend de quel type d'hydrogène on parle, parce que quand on parle d'hydrogène renouvelable, c'est sensible pour décarboner, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si on fait ça avec l'hydrogène gris, par exemple, ça n'a zéro sens. Vous émettez autant de CO2 que si vous avez un camion gasoil. À quelque chose près, on n'est pas loin. Donc il faut de l'hydrogène renouvelable pour décarboner. Et aujourd'hui, la production d'hydrogène renouvelable, elle n'est pas si intensive que ça en France. Elle se met en place progressivement. Alors à la base, plutôt pour des usages industriels, plutôt pour la mobilité, mais ça se met en place. On travaille avec Life, le premier producteur d'énergie d'hydrogène vert en France, qui nous aide tous les jours, puisqu'on a une station à Villabé, pour faire les pleins de nos camions. C'est Life qui nous fournit l'hydrogène. Et aujourd'hui, bien sûr que Life a des capacités de production qui sont importantes, mais à terme, il faudra qu'il y ait plusieurs acteurs pour pouvoir produire de l'énergie renouvelable pour servir les camions ou des voitures, et en l'occurrence, plutôt pour fonctionner. Vous n'avez pas peur justement en attendant, mais que là, vraiment maintenant, comme il y a vraiment une grosse différence de prix, tout le monde part sur les carburants alternatifs en attendant que. C'est pas une crainte, parce qu'on a conscience effectivement aujourd'hui que les énergies alternatives sont là avec des coûts compétitifs, et c'est normal d'y aller, c'est tout à fait naturel. Nous, ce qu'on envisage dans notre roadmap, c'est de dire que l'hydrogène sera isogasoil, enfin le coup, TCO, global, en 2032. C'est pareil. Donc, voyons, en 2025, on a encore 7 ans devant nous. Pourquoi? Parce que d'ici là, on aura produit plus de camions, et donc on va écraser les coûts de production des véhicules, même sur du rétrofit, et que derrière aussi, on produira plus d'énergie, parce qu'il y aura plus de consommation, et donc on écrasera aussi les coûts de la partie distribution d'énergie. Donc ce qu'on cible, c'est un TCO isogasoil en horizon 2032, par an, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, en 2025, on est un peu en avance de phase là-dessus. Et le discours commercial qu'on porte chez Lico, après je vais revenir sur l'argumentation, c'est de dire à nos clients, vivez une première expérience avec une technologie d'avenir. Ce n'est pas d'investir dans des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des centaines de camions, parce qu'on n'a déjà pas la capacité de les produire, pour être tout à fait transparent. Mais c'est de dire, prenez-en eux, sur une flotte de X dizaines de véhicules que vous exploitez peut-être au quotidien, en termes de coûts, ça se lisse, puis ça vous permet de vivre une première expérience, surtout avec une nouvelle technologie qui sera peut-être l'une des technologies d'avenir dans le monde de la mobilité. C'est un peu ça le discours. Merci. Mais ce qu'on veut retrouver dans un véhicule hydrogène, c'est clairement les mêmes usages qu'un véhicule thermique gasoil que l'on a aujourd'hui, de l'autonomie, un plein qui se fait en 20 minutes pour pouvoir repartir dans une station de service. Mesdames, Messieurs, rendez-vous dans quelques instants pour retrouver en salle 76 un atelier juridique concernant la vie du contrat, comment résilier un contrat de transport et quelles sont les règles applicables, avec Victoire Revenaz. Merci. Désolé pour l'interruption. Donc, ouais, ça c'est fort, effectivement. Donc, au travers de cette planche ici, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était que justement, alors pour faire un peu de traduction quand même, parce que c'est des termes un peu techniques, ce que vous voyez apparaître ici en haut, MCI H2 veut dire moteur à combustion interne H2, donc en hydrogène neuf. Pour produire un produit. Ouais, exactement. Je vais le faire sur chacune des lignes, bien sûr.
Donc pour produire aujourd'hui un poids lourd moteur à combustion interne hydrogène, parce que ça viendra sur le marché, nous on est plutôt sur de la pile à combustible, donc fuel cell électrique véhicule ici, hein, pile à combustible en anglais, c'est en français, pardon. Mais pour produire un véhicule hydrogène neuf, pour un moteur à combustion, on a une part d'émission qui est assez importante sur la production, puis après sur l'usage du véhicule, ici, sur un poids lourd qui parcourt 100 000 km à l'année. On vient bien sûr le comparer au gasoil, hein, que vous voyez tout en bas, bien évidemment, on connaît les chiffres, on sait très bien que la production est de CO2, mais aussi l'usage du véhicule, tout au long de sa durée de vie. La ligne que vous voyez en dessous, c'est pareil, c'est du moteur à combustion interne hydrogène, mais rétrofité. C'est-à-dire qu'on récupère encore une fois les châssis d'un véhicule qui a déjà une première vie, on le modifie, on le remet à la route sous un format thermique, hydrogène. Et là, vous voyez que drastiquement, les émissions de CO2 associées à la production du véhicule diminuent et même à l'usage. Fuel cell, donc pile à combustible, c'est ce qu'on fait nous chez Helico, mais en rétrofit. En neuf, on a des émissions de CO2 qui sont un peu plus importantes que le reste, mais beaucoup moindres que le diesel néanmoins. Et en rétrofit, on récupère donc le bénéfice du châssis qui a déjà été produit, et donc on réduit les émissions de CO2. Et le BEV, c'est le batterie électrique véhicule, donc poids lourd neuf, électrique, qui pour le coup va émettre des émissions de CO2 à la production, notamment par le fait qu'on va aller chercher des métaux rares pour les batteries, notamment pour les produire, et après à l'usage par contre qui sera très faiblement émetteur de CO2 parce que ça reste un véhicule électrique. Le diesel, la base de comparaison que l'on connaît. Donc l'objectif de cette slide, c'est de vous dire que par le biais de véhicules électriques ou hydrogène qui restent des véhicules zéro émission à l'usage, vous avez des bénéfices notables en termes d'émissions de CO2 par rapport à un véhicule thermique ou gasoil que vous voyez aujourd'hui sur le marché. Et quand on fait appel à du rétrofit, on récupère donc la valeur des châssis, on émet donc moins de CO2 que si on va acheter un véhicule neuf chez un constructeur, parce qu'il y a toute la partie acier, notamment de production qui est en place, on sait que ça a beaucoup. Un peu la même slide, mais focus cette fois-ci sur les ressources minérales, donc les métaux rares, pour produire des véhicules à batterie électrique, ou bien pile à combustible, ou bien moteur à combustion interne. Et on voit encore une fois que sur un véhicule à batterie électrique en neuf, on a un impact assez fort sur les métaux rares et les ressources naturelles de la Terre, notamment pour la partie batterie, que vous n'avez pas sur un véhicule pile à combustible, et encore moins en format rétrofit. Ça va toujours la même base de calcul. On est ouvert chez Helico. C'est aussi le but de la présentation, c'est à la fois de parler d'économie circulaire avec le réemploi d'un véhicule pour le remettre à la route en zéro émission hydrogène, mais aussi pour parler aussi de l'usage d'un loueur. Un loueur, vous connaissez un petit peu le fonctionnement, le bénéfice, c'est qu'un véhicule peut être utilisé par différentes compagnies, en l'occurrence. Nous, on va louer des camions à nos clients pendant une certaine durée. Ce camion, une fois qu'on le récupère en fin de location, on va le proposer à une autre société de transport pour qu'elle puisse en bénéficier. C'est le métier de la location opérationnelle que tout le monde connaît. Et donc, par ce biais-là, par définition, on vient multiplier les usages d'un véhicule, alors que les deux sociétés, elles auraient pu acquérir un véhicule chacun, finalement, et donc émettre du CO2 par la production des châssis et des véhicules. Donc, on est loueur full service. On propose donc une prestation complète chez Helico qui va de la fourniture du camion selon un cahier des charges, avec la maintenance du véhicule, mais aussi l'avitaillement en hydrogène, vous le verrez sur cette planche-là, puisque les piliers de notre offre, finalement, eh bien, ils sont très simples, hein. Je viens de les citer. Fourniture de camions hydrogène pour le compte du client, avec une gamme de véhicules qui part du porteur 26 tonnes. On fait du neuf aussi. On fait aussi du neuf, oui. On est le loueur de la marque Hyundai en France. D'accord. Et Hyundai qui fait directement Qui produit des châssis. Tout à fait. des châssis. Ouais. Ah oui, il fait des châssis et vous mettez directement votre kit. On le fait carrosser. Non, pas du tout. En fait, Hyundai aujourd'hui propose des châssis neufs avec un moteur hydrogène, pile à combustible. D'accord, il est déjà fait. Il est déjà fait, il arrive de Corée, il est produit en Corée. Ouais. Il arrive en Europe, et nous, quand on le réceptionne en Europe, on le fait carrosser par un carrossier européen, voire français quand on peut, et on le met en circulation sur le territoire national avec une plaque d'immatriculation française. Donc on le fait homologuer sur le territoire. Ah oui, il faut le faire homologuer. Alors il est déjà homologué parce qu'il a un COC européen, mais après quand vous le faites carrosser, il faut le faire immatriculer, et on s'occupe des... Pourquoi vous le carrossez? Parce qu'en fait, dès que vous livrez un châssis nu, c'est juste le châssis. Un squelette en fait, avec une pile à combustible, des réservoirs qui sont même déposés ou assemblés sur le véhicule. Ça, vous pouvez le faire qu'avec un équipement industriel d'un carrossier.
D'accord. Et pourquoi un Hyundai et pas un camion complet, puisqu'il a déjà le châssis, Parce la pile à combustible que c'est un producteur de châssis, c'est pas un fournisseur d'équipements fini, produits finis. On n'a que la partie squelette et cabine, bien sûr, comme les constructeurs font en général, même en France. Hein, si vous allez commander des véhicules chez Renault Trucks, vous allez vous livrer le châssis, mais le reste de l'assemblage va se faire par un carrossier que vous allez choisir avec lui, conjointement, quel qu'il soit. Donc finalement, celui qui doit vous livrer le camion, c'est le carrossier du constructeur qui va vous donner, qui va vous remettre en main. C'est un peu le même principe chez nous. On fait carrosser ça par des partenaires spécialisés en carrosserie industrielle pour pouvoir derrière immatriculer le camion en France et le mettre à la route sous un format location. Allez, je suis très long, désolé. Donc on fournit des camions, neufs ou rétrofit. On fournit l'avitaillement également dans notre offre. Alors pour cela, on développe un réseau de stations, soit propres, comme on a par exemple à Villalier, on a par notre station Pôle à Villalier dans notre sol pour servir nos clients sur le territoire de la région parisienne. Mais on s'associe surtout à des partenaires énergéticiens qui, petit à petit, viennent mapper le territoire français avec des stations-service hydrogène accessibles pour eux. Et la brique servicielle qui est très forte, puisque mettre un camion à la route, c'est très bien, encore faut-il être en capacité de l'entretenir, de le maintenir. Et donc, c'est aussi le savoir-faire d'Illico de proposer des services de gestion de flotte et de maintenance sur cette nouvelle technologie. On a une solution paiement à l'usage, donc au kilomètre, que l'on propose aux transporteurs, sur des contrats bien souvent durés en termes de location de véhicules, qui permet une absorption un peu plus pérenne de la partie économique d'un projet. Et ce qui est en fait à l'usage, c'est notamment associé à la consommation d'énergie, puisqu'en fait on refacture le kilo d'hydrogène consommé à la station au kilo. Vous avez déjà des clients en longue durée? Oui, ils sont là. Ils sont sur cette planche. Donc aujourd'hui, on est une petite entreprise chez Illico, on reste dans la démarche. Aujourd'hui, on a 5 poids lourds hydrogène qui sont en circulation. Nos clients, ils sont à l'école. Mesdames, messieurs, l'atelier juridique de Victoire Revenas commence dans 2 minutes. Rendez-vous en salle 76. Merci. Le tout premier véhicule qu'on a livré, on a livré au groupe Berco, c'est un plateau de rue, que vous voyez ici apparaître à l'écran, qui circule pour le compte de Point P, dans le compte parisienne. Donc le métier de ce camion, c'est d'aller livrer le matériel de chantier grâce à la commune sur des sites de Point P. On a un tracteur routier qu'on a livré dans la foulée, c'est l'écran de droite, toujours pour Point P, qui circule aussi sur le territoire de l'Île-de-France. Donc ce camion fait tous les jours entrepôt logistique Point P, acheminement de produits jusqu'au point de vente de Point P, donc les magasins qui sont autour de Paris. On a livré ce tracteur routier qui est ici à Toyota, pour le compte par Berenu, transporteur pour le compte de Toyota au moment des Jeux Olympiques. Vous voyez, il y a une porte-véhicule qui est attelée à l'arrière avec des petites voitures de golf électriques qui ont circulé dans Paris pour transporter les athlètes et para-athlètes pendant les Jeux Olympiques et para. Et depuis, ce véhicule est notre véhicule de démonstration, donc on a récupéré ce jaune, et c'est notre véhicule de démo, donc on le met dans les mains de nos clients qui veulent tester la technologie pour se familiariser avec. Et l'année prochaine, nous produirons donc les deuxièmes générations de véhicules rétrofit. Donc vous reconnaissez bien la cabine, hein, c'est bien du Renault Truck, pour le coup, qu'on a modifié avec ce kit rétrofit. Et nous arrivons donc, dès Sous-France, on annoncera l'arrivée de notre deuxième génération de véhicules avec un kit rétrofit revu qui permet d'aller un peu plus loin en termes d'autonomie que la première génération, qui permet surtout l'attelage de remorques standard. Alors aujourd'hui, sur la première génération, on est sur le remorque qui est un porte-à-faux avant un peu plus court de mètre, alors que la prochaine génération permettra l'attelage de remorques de 13 mètres 50 en problème. Retour d'expérience, après je vous libère, je pense, je vais aller déjà loin. Des véhicules qui circulent très bien, on a un taux de disponibilité moyenne de 95% sur ces camions que vous venez de voir à l'écran, depuis qu'ils roulent, donc depuis un peu plus d'1 an. Des chauffeurs qui sont ravis, qui pour rien au monde reviendraient sur un véhicule thermique quel qu'il soit, parce que la qualité de conduite est vraiment appréciable, et ils nous font tous les jours des retours très positifs. Et je finis donc par les nouveautés qu'on annoncera sur Nutrans donc le mois prochain à l'Expo à Lyon, où en l'occurrence on mettra en évidence la deuxième génération de véhicules que vous trouverez sur stand mais aussi sur piste d'essai, pour justement tester ça en conditions réelles d'exploitation de sur piste. Vous avez combien de véhicules homologués? 5 aujourd'hui.
Deux marques différentes. Alors, on a 2 Hyundai en France, 2 porteurs frigos qui tombent sur la région parisienne, en 26 tonnes, pour des marques qui n'apparaissaient pas à l'écran, mais que sont Carrefour et Lidl, les acteurs de la GMS, qui exploitent ça de manière très intensive. Et on a donc 3 véhicules rétrofit qui sont aujourd'hui homologués, donc ça fait 5. Et on met à la route prochainement des camions, donc sur le dernier trimestre de l'année qui vient. Et puis en début d'année, mais je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais on a des livraisons de prévues sur le premier semestre de 2026, le poids lourd à la fois en Hyundai, mais aussi en rétrofit Iveco. Voilà. Des questions peut-être? J'étais loin. Oui. Du coup, l'intérêt de l'hydrogène par rapport à l'électrique, ça va être l'autonomie et aussi la consommation de matière Alors oui, pour par la... rapport aux batteries. Oui, par rapport au miroir, quand vous retrouvez dans des batteries, on emporte beaucoup moins de batteries sur un véhicule. On en a. On a des batteries puissantes, mais qui sont utilisées par, je ne sais pas combien, par rapport à un véhicule pure batterie. Donc on réduit l'empreinte sur les miroirs, finalement, par cette technologie-là. Et après, dans l'usage du camion, c'est vraiment ciblé des autonomies très importantes, aller au-delà de la journée d'équipage, et des temps d'avitaillement qui sont très courts, 20 minutes, faire une place. Voilà. C'est un peu l'avantage, c'est répondre à une intensité énergétique qui est demandée sur l'usage et être complémentaire du véhicule à batterie. Ce n'est pas du tout me concurrencer, parce que le véhicule à batterie en haut, et la technologie avance aussi très bien, donc les autonomies sont mieux, les temps de recharge sont de plus en plus courts, donc il y aura des véhicules à batterie, c'est indéniable, il en faut, on comprend. Mais le véhicule hydrogène va permettre de passer un step supérieur. Le long routier, toutes les activités qu'on a vues sur chantier, on a des véhicules énergivores, même à l'arrêt, qui consomment parce qu'ils ont un équipement embarqué, des pupilles, les bras, tout ce genre d'usage-là. En fait, le véhicule à batterie va être limité à un moment donné en énergie, là où le véhicule hydrogène, lui, va pouvoir envoyer. Et la différence entre pile à combustible et moteur à combustion. Oui, pardon, c'est vrai, c'est sur le début. Donc, pile à combustible, c'est un matériel qui permet de produire de l'électricité à partir d'hydrogène, comme carburant. Donc l'hydrogène est stocké dans des réservoirs et transmis dans les systèmes de piping à la pile. La pile récupère cet hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, mélange les deux, ça permet de sortir de l'électricité et de la vapeur d'eau. Donc ce qu'on recrache, nous, d'un camion d'hydrogène, c'est peut-être ça que vous entendez aussi, c'est que la pile recrache de la vapeur d'eau au sol, parce que c'est le flux de la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène dans la pile qui permet de sortir de la vapeur d'eau et de l'autre côté, on récupère de l'électricité. Cette électricité, elle est envoyée à un moteur électrique pour qu'il puisse propulser le véhicule. Donc on est sur une motorisation électrique avec la pile, là où sur un moteur à combustion, on restait sur de l'explosion de carburant en l'occurrence, sur le gazoductile qui permet en fait après d'avancer des essuies. Vous en prie, monsieur. Merci à vous. Et puis si vous nous cherchez, on nous semble mais R298 à côté de la machine à café. Merci. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut recruter n'importe quel employé ou est-ce qu'il y a des critères Ah bon, il faut, on fait ça que sur le revenu. Mais même si c'est des jeux, Oui, c'est le jeu, ça n'a pas d'importance. En fait, je vous en prie, merci à vous. Ça n'a pas d'importance sur l'année, en fait, sur la circulation du camion. On essaie de sourcer quand même des véhicules qui ont 5 ans, minimum de véhiculaire. Parce que déjà, il y a une loi qui parle de rétrofit. Vous n'avez pas le droit de rétrofiter un véhicule s'il y a moins de 5 ans, déjà. Donc, nous aussi, les véhicules qui ont 5 ans, on les sources pour pouvoir les modifier. Mais c'est sur du montreux, parce que le kit qu'on a fait, il est sur mesure au millimètre près pour du squelette de montreux. Et j'ai une dernière question, parce que je suis chez Seva Logistique, je ne sais pas si vous connaissez Pascal François, qui a travaillé sur le sujet, mais qui est parti à la retraite. Ouais. Ouais, il est super, j'ai beaucoup travaillé avec lui, et il m'avait parlé du projet, enfin, il voulait vraiment travailler avec vous, et je ne sais pas où ça en est. Ouais. Ah, c'était sur Airbus du coup. C'était pour Airbus Hélicoptère, ouais. Okay. On avait travaillé sur un flux Marignane de Roissy, Ouais. qui effectivement a failli se concrétiser. Donc François et Pascal est parti à la retraite en juillet. Ouais. Il a passé la main à Thierry Deneuve. Oui, exactement. Ok. Ah, donc c'est Thierry qui suit. C'est Thierry qui suit maintenant. Ok. Donc on a eu un échange avec lui en début d'été, en Ouais. mois de juillet. Et Thierry nous a dit que le dossier Eurocopter avait été entre guillemets, mis en pause sur la partie hydrogène et que c'était plutôt le véhicule à batterie qui allait prendre la
main chez vous. D'accord. Parce que vous avez beaucoup investi dans les véhicules à Ouais. batterie, chez Grand Grade notamment, C'est ça. énormément. Et que du coup, c'était plutôt les véhicules à batterie qui faisaient le flux là sur les 2 ou 3 premières années, qu'après l'hydrogène sera à nouveau étudié. Et qu'en Ok. tout cas, pour le moment, c'était bien. Les prochaines années. Ok, ça marche. Voilà. Bah, merci. Et je dois l'avoir voir Thierry bientôt parce qu'on avait prévu de se rappeler, et j'ai un peu manqué d'ailleurs à la rentrée là. On devait refaire un point, Ouais. il devait venir voir les camions en Mhm. l'occurrence. Et Un Solutrans. alors en Solutrans, oui, je vais l'inviter, c'est sûr. Ok. Il est déjà dans ma liste des invités. Mais même avant, on organise des événements un peu VIP Mhm. pour nos prospects, pour nos clients qui Ok. veulent monter à bord des camions avant qu'on les présente de manière officielle Ok. à la presse ou même au public. Ok, trop bien. Et on a des événements là, qui viennent, donc dans les 2-3 semaines qui viennent. Donc Ok. il faut que je l'appelle, savoir s'il est dispo pour venir. Ça marche. Bah, moi, je suis super intéressée. Je suis sur la décarbonation du transport routier aussi. Ouais, ok. Donc, si vous faites des événements comme ça, et puis je sais pas si j'aurai l'occasion de passer à Solutrans ou pas, mais là, je vois comment les images et tout, Là, ce en serait trop l'occurrence- intéressant de le voir de près. Ah ben oui, alors on fait même des visites du site de Saint-Priest. De production. pour y apparaître, Ok, voilà, exactement. excellent. On accueille régulièrement des gens qui sont curieux, qui veulent voir un peu comment Ouais. travaillent nos équipes. Ok. On va assembler un camion. Ça marche. On Ouais, fait- parce que, et mes questions, enfin vraiment, c'était légitime parce que les équipes commerciales, elles ont du mal à vendre l'hydrogène par rapport à l'électrique. On a Oui. souvent ce genre de Oui. questions et moi, c'était intéressant de voir la réponse qu'on peut avoir derrière. C'est vraiment les métaux et l'autonomie, le temps d'avitaillement. Bon, mais le temps d'avitaillement, il se réduit de plus en plus sur l'électrique. Oui, clairement, il y a des progrès. Voilà, ouais. C'est ce qu'on indique tout le temps, c'est que le véhicule à batterie va continuer aussi de progresser de son côté, très clairement. Il le fait déjà très bien depuis les premiers véhicules qui circulent. Ça va continuer d'avancer. Mais on est persuadé quand même que le véhicule hydrogène, lui aussi, il avance, puisque mine de rien, nous, on passe en 1 an et demi de la première génération à la deuxième. Vous voyez, en 1 an et demi, Oui, ça va vite. ça va très vite. Et la 3e génération, bon, elle va arriver bientôt, c'est en 2027. C'est pas, Ah oui, vous voyez, donc, ok. il va se passer qu'un an encore de 2e génération, on va vite arriver à la 3e génération. Là, on aura du 700 bars, on aura plus d'autonomie. Ok. des- Mais ça, Des c'est en vaisseaux cours électrifiés. d'autorisation de la réglementation française, européenne. 700 bars, oui. 700 bars, c'est en cours de réglementation. Alors, ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est pas la sécurité sur le véhicule, parce que ça, c'est bon. On peut faire homologuer un véhicule à 700 bars. C'est plutôt la partie distribution d'énergie qui n'est pas prête. D'accord. Donc, les stations aujourd'hui sont configurées en 350 bars et pas en 700. Ok. Et pour passer aux 700 bars, il faut qu'il y ait un protocole de communication des données avec les camions Mhm. qui soit mis en place plutôt pour la partie station. Ok. Mais vous, vous êtes aussi station, vous êtes Oui. distributeur. Ouais. Nous, on distribue à Villavien, on est Distributeur. Il y a Tremblay bientôt, près de Roissy. Ok. Vous avez donc 3 stations, c'est ça? 2. Deux stations. Bientôt. 2 stations. Une à Villabé, Une à et la Villabé. deuxième à Tremblay, près de chez vous d'ailleurs aussi. Ok. Et vous fournissez des cuves ou vous êtes. Non. Enfin, comment on fait du coup si on veut mettre en place un camion? Il faut être dans le secteur de Villabé et. Aujourd'hui, oui. de la prochaine. Alors, nous, on a Ok, choisi d'accord. Villabé pour notre première station parce que C'est nos où, premiers clients, Villabé Villabé, c'est dans les Saônes. Ok. C'est à 20 km au sud de Paris, Ok, ok. en direction Lyon. Ouais. C'est en bordure d'autoroute vers Lyon. À droite, vous avez Villabé. Vous ne pouvez pas nous manquer parce qu'on est vraiment en bordure. Ok, ça marche. Il y a un grand Castorama et nous, on est juste à côté. D'accord. Donc on est positionné là parce que nos premiers clients, ceux qui nous ont fait confiance pour des premiers camions, étaient plutôt basés sur Paris Sud et que leur flux de transport passait plus ou moins par Villabé. Oui. Donc à un moment donné, il fallait choisir, il fallait trouver un foncier, demander des autorisations d'installer une station, etc. Il y a quand même du travail. Ouais. Donc on a dit Villabé, est-ce que ça convient à tout le monde? Et nos clients nous ont dit oui, c'est bien. Ça Ok. va. Donc c'est un projet Villabé qui date de 2021, vous voyez, Et oui. et on est ouvert en 2024. Ok.